il y a une constellation à la page 222 qui montre qui détient l'économie calédonienne. Alors, tous les noms sont là, on connaît les grands noms de la Calédonie, ce sont des anciennes familles et qui étaient très, très intéressants. Et vous parlez de ces situations de chevauchement. Oui, alors ce qu'on a pu constater, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire toutes les recherches qu'on aurait aimé parce qu'on n'a pas eu accès forcément aux données nécessaires. Mais c'est vrai que on constate qu'il y a une certaine érosion de la force de cet oligopole marchand, mais que l'impact donc sur les prix et sur les marges est toujours très élevé. Ça concourt clairement à la cherté de la vie, et donc il est indispensable que les pouvoirs publics prennent des mesures pour encadrer les comportements des entreprises et pour éviter donc ces comportements de collusion. Votre avis, Daniel Ochida et Madame Linossier, sur ces questions de conservatisme économique dans la Nouvelle-Calédonie? Mais écoutez, il me semble que le gouvernement a pris, et le Congrès notamment, a pris des mesures avec l'instauration de l'autorité de la concurrence. Elle n'est pas encore en place il y a quelques problèmes pour les nominations, mais je crois que ça a été fait et ça a été beaucoup discuté. Donc, vous dites qu'elle n'est pas encore en place. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'attentisme. Aujourd'hui, c'est le gouvernement, la charge de cette autorité de la concurrence, c'est le gouvernement qui l'assure, en attendant l'instauration de l'autorité de la concurrence. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans un petit pays, n'oublions pas qu'on est 270 000 habitants, c'est certain, vous allez avoir toujours les mêmes investisseurs, les investisseurs ont forcément de l'argent, et vous allez avoir, effectivement, il ne s'agit pas de les fustiger, les quelques familles qui détiennent les entreprises et qui ont des fois un rôle monopolistique sur le territoire. Votre avis, Madame Linossier? Alors en fait, le gouvernement a proposé, c'est au Congrès que ça n'a pas été voté, malheureusement, cette autorité de la concurrence, c'est au Congrès que le vote n'a pas porté ses fruits. Donc a priori, il y a une deuxième relance pour effectivement trouver les ressources nécessaires. Mais on parle d'innovation. Effectivement, en termes d'innovation, pourquoi justement ces grandes familles ne feraient pas un fonds qui serait réinjecté en Nouvelle-Calédonie, qui permettrait justement d'accompagner les start-up calédoniennes pour justement se lancer sur ces nouvelles dynamiques. Donc ça serait aussi un moyen aussi de réinjecter en Nouvelle-Calédonie et puis de montrer leur côté participatif à l'ensemble du dispositif, et ça permettrait à ces jeunes pousses d'avoir un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement de tutorat. C'est aussi intéressant d'avoir l'expertise d'anciens chefs d'entreprise qui permettrait d'accompagner les nouveaux chefs d'entreprise. Donc voilà, on peut lancer un appel ce soir de créer un fonds privé pour Madame accompagner. Blesse, vous voulez réagir? Oui, alors justement, sur ces, je pensais notamment, ça me faisait penser aux contrats de compétitivité qui ont été mis en place. Une des pistes, justement, pour peut-être inciter davantage, c'est de faire en sorte que ces contrats deviennent contraignants, ce qui, je crois, si je ne me trompe, n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et donc, pour revenir également à la question... Ça veut dire, Madame Blaise, pour préciser que si on avait mis des astreintes et des contraintes plus fortes sur ces contrats de compétitivité, ils auraient été atteints. Soit ils auraient été atteints, soit les protections de marché auraient été supprimées. Donc ça veut dire que là aussi, on n'a pas totalement été au bout de la bonne mesure. C'est un peu ce que vous nous dites? Oui, c'est un premier pas, mais il faut encore aller plus loin. Et puis il y a, me semble-t-il, une mesure qui serait particulièrement importante à mettre en œuvre, c'est de favoriser une plus grande transparence sur la formation des prix et des marges. On aurait souhaité, dans le cadre de cet ouvrage, pouvoir aller plus loin sur ces questions-là. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès aux statistiques nécessaires. Donc ça veut dire que là, il y a une volonté de ne pas dire, ou bien de cacher, entre guillemets, ou bien de protéger. Comment vous analysez? Écoutez, je sais pas, j'irai pas jusque-là. Peut-être qu'on est tombé à un mauvais moment dans nos demandes aux différents interlocuteurs, et notamment à la direction des affaires économiques.
Je ne Monsieur peux pas vous Yoshida répondre, veut réagir. il faudrait poser la Je question. ne peux pas être d'accord avec ce que dit Madame Blaise. On l'a combattu. On ne veut pas d'encadrement. On ne veut pas un marché cubain. On ne veut pas d'encadrement des marges comme ça a été proposé. Le MEDEF s'est battu pour ça. Il faut laisser le marché se faire. Il faut effectivement favoriser la concurrence, mais il faut surtout pas tomber dans un encadrement excessif du marché dans un modèle vénézuélien ou nord-coréen. Donc vous voulez une économie comment? Parce que là, on arrive dans le modèle et on ouvre ce débat maintenant. Quel modèle faudrait-il s'inspirer ou à quoi devrait-on aspirer? Ben non, mais tout simplement, il faut laisser le marché. Encore une fois, les entreprises calédoniennes, il ne s'agit pas de demander à la puissance publique de tout faire. Il s'agit de demander à la puissance publique de créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un environnement favorable de façon à ce que les entreprises privées créent justement ces secteurs d'activité, créent ces nouvelles filières. Et si vous ne créez pas cette économie de la connaissance, cette économie de la connaissance, cette économie de la biodiversité, cette économie de la transition énergétique, tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. Là, il y a comment Jean-Pierre Lieb, c'est quand même curieux, Jean-Pierre Lieb qui avait fait un rapport sur la fiscalité en Nouvelle-Calédonie à propos de la TGC, de la TVA, qui s'appelait la TVA à l'époque, quand il est revenu au colloque, a même proposé, pour créer un environnement favorable en Nouvelle-Calédonie, modifier notre code du commerce de façon à accueillir les pavillons de complaisance ici. C'est quand même extraordinaire de sa bouche, mais vous voyez que il y a beaucoup de possibilités, mais il suffit d'avoir une volonté et de créer cet environnement favorable aux investisseurs. Madame Linossier, vous, par rapport au modèle dont la Calédonie devrait se doter, comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est la même chose que M. Yoshida ou vous voyez les choses différemment? Nous, on a proposé clairement un modèle un modèle économique libéral régulé. Parce qu'en fait, la question, elle est là. Est-ce que c'est ultra-libéral? Est-ce qu'on ouvre les marchés? Est-ce qu'on fait tous azimuts? On pense que non, parce qu'il faut avoir un minimum quand même de protection. Mais c'est aussi un minimum de protection finalement pour les entreprises entre elles. On sait qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus de position dominante de certaines entreprises vis-à-vis d'autres. Donc ça veut dire qu'il faut quand même quelqu'un qui va réguler. Par contre, il faut laisser cette liberté aux chefs d'entreprise quand même de développer sans une suradministration, sans un surcontrôle ou sans il faut trouver ces équilibres. Et aujourd'hui, ces équilibres, on les a pas parce que on n'a jamais construit le modèle économique qu'on souhaitait. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on n'a pas défini clairement les choses, on va essayer de se dépatouiller jusqu'à présent. Après, je voudrais revenir sur les protections de marché, puisqu'on est on protège nos entreprises et on a toujours dit qu'on protégeait en priorité les entreprises calédoniennes. Il faut laisser le temps en fait à ces entreprises de pousser et effectivement une fois comme une pépinière en fait et de leur permettre de stabiliser, de réguler parce qu'on ne peut pas faire face à la Chine, on ne peut pas faire face à il y a un moment donné, il faut laisser aussi à l'entreprise le temps de se créer et quand elle a une viabilité suffisante et qu'elle devient effectivement compétitive, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir cette réflexion. Mais aujourd'hui, on n'a jamais posé les acteurs économiques autour de la table, et je rejoins Gloria là-dessus. À un moment donné, quand on fait des propositions, on a même proposé une TGC redistributive. Il y a 3 ans, la CPME a proposé une TGC redistributive. On nous a dit qu'on n'avait pas la légitimité de discuter de ça. Donc, si c'est pas les acteurs du terrain qui proposent des solutions en combinaison avec les institutions qui nous accompagnent, parce que c'est bien, on parle bien d'accompagnement, je pense qu'on va pas réussir à créer quelque chose de Un mot pérenne. de Reza Ouamitan et de Gloria Loquet ensuite. Par rapport au modèle économique auquel vous aspireriez en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous iriez plutôt vers le libéralisme ou vers le protectionnisme? Comment vous voyez les choses? Tout en gardant bien sûr à l'esprit que le modèle DGDPL est un modèle qui est à votre faveur? Alors, pour dire très franchement, la fédération des GDPL, on n'est pas là au niveau de la réflexion sur le modèle. Nous, au dernier séminaire de la fédération à Rama, il y a 2 mois de ça, on était plutôt à se dire que chaque GDPL devait, selon le potentiel là où il se trouve, mettre en valeur certains produits. Il y avait, M. Yoshida parlait tout à l'heure de produits à forte valeur ajoutée. Il y a des GDPL sur l'IFU, sur Marais, dans le Nord, qui ont des produits très protégés dans le sens phytosanitaire. C'est-à-dire qu'on est une île, c'est notre problème au niveau économique parce que c'est très cher. L'avantage, c'est qu'on est protégé d'énormément de maladies.
On a par exemple la ruche, les abeilles à Lifou, qui sont des abeilles, sont une des meilleures au monde. Il y a la vanille, c'est pareil, il y a le santal. Il y a des produits de niche comme ça, où nous on dit les GDPL, allez sur ces côtés-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est indépendant au niveau du développement sur place, voilà, on a déjà fait un pas. On n'en est pas encore à la réflexion sur le meilleur modèle. Votre avis, Gloria Loquet, sur l'orientation du modèle économique calédonien ? Alors, je pense qu'effectivement, il faut que chacun, politique et autres, se mette autour d'une table pour réfléchir à ce modèle, ces nouvelles alternatives, en tout cas économiques. On a parlé effectivement d'autosuffisance alimentaire, énergétique, etc. Il faut effectivement penser pays. Donc, il faut se mettre autour d'une table à un moment donné et arrêter peut-être aussi de faire du nombrilisme et écouter tout le monde. Et puis mettre les idées. Et comme Chérifa le disait si bien, nos forces vives sont là pour accompagner. Et les acteurs aujourd'hui, ce sont ceux qui sont sur le terrain, ce sont ceux qui vont aussi créer les emplois, ce sont des entrepreneurs, ce sont ces sociétés. Et là où est intéressante en fait la réflexion de Chérifa, c'est de dire pourquoi pas effectivement pour ces start-up par exemple, ces grosses entreprises, ces grosses familles qui sont là, qui ont gagné de l'argent, énormément d'argent parce que nous-mêmes on a été consommateurs, on a consommé, on a acheté chez eux, redistribueraient pas par le biais de fonds, peu importe comment ça va se faire, c'est quelque chose qu'il faut en parler tous ensemble pour lancer justement cette dynamique. Il y a des gens qui ont envie de créer, il y a des gens qui sont pas forcément ingénieurs, qui sont du terrain, qui veulent effectivement lancer l'agriculture, la pêche, mais tout ça, voilà, il faut créer le modèle, il faut avoir des stratégies bien définies. On ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut s'inspirer de modèles de nos voisins néo-zélandais, australiens, polynésiens ? Est-ce que là-dessus, oui, Reza Ouamitan ? Non, pas sur les modèles pacifiques, mais par contre, pour rebondir un petit peu sur ce que Gloria disait, c'est au niveau de l'aire Djoubert Caponet, il y a une fondation qui a été créée au niveau des chefferies de l'air avec le Valinco. Cette fondation-là, elle rejoint complètement le dispositif qui est expliqué là, c'est que le Valinco a mis un fonds, une certaine somme d'argent, et chaque personne hors nickel, on ne parle pas de toute l'exploitation minière, vient en fin de compte déposer un appel à projet à l'intérieur. Nous, par exemple, sur le GDPL, sur lequel on est au fond de la tribu de la Conception, on a une microturbine, on a des panneaux photovoltaïques, il y a un des tontons qui produit des salades hydroponiques à travers justement ce fonds-là. Donc ça fait partie un petit peu des dispositifs qu'on parlait. Alors justement, on va continuer le débat, mais on va d'abord regarder ce reportage sur un exemple de diversification, justement, qui est dans l'économie, on va dire, de l'environnement, avec le recyclage de déchets. L'entreprise s'appelle Ecotrans, et on retrouve Natacha Cognard et Charawayane, et on continue le débat après. Regardez. Le recyclage, Valérie Tigny en a fait sa spécialité. Son domaine, la collecte, la gestion et la transformation du plastique, de l'aluminium ou encore du papier. Dans cet entrepôt de Ducos, plus de 3000 tonnes de déchets sont traitées chaque année. Par un process industriel, cette entreprise produit des amendements organiques, une alternative aux engrais chimiques. Là, vous pouvez voir divers déchets organiques qui vont rentrer dans la composition des amendements. Ça va du déchet vert en passant par le déchet de poisson, ça peut être le déchet de cantine, le déchet de production industrielle alimentaire, le déchet de retour de commerce, ça peut être divers déchets puisqu'on peut entrer jusqu'à 6 à 7 déchets différents dans la composition. Donc ensuite, vous avez là derrière moi le produit sortant, donc qui est un amendement organique fait à base de ces divers déchets, et qui peut qui va restructurer le sol et en même temps apporter les oligo-éléments et les nutriments nécessaires au développement de la plante. Les clients de Valérie sont aussi bien des professionnels de l'agriculture que des particuliers. Depuis 10 ans, cette entreprise calédonienne tente à se développer. Pour cela, elle s'est aussi tournée vers l'export. Ici, les cartons collectés dans les commerces finissent compactés. Ils sont ensuite envoyés vers l'Australie. C'est intéressant pour le client parce que plus nous négocions le tarif de reprise à l'export, plus ça lui permet d'abattre les coûts de traitement. Donc puisqu'on arrive actuellement à être à peu près 40% moins cher que l'enfouissement. Donc c'est un intérêt économique pour l'entreprise.
Valérie juge le traitement des déchets comme un secteur porteur. Une 8e personne devrait être embauchée dans cette entreprise d'ici 2018. Voilà un exemple donc de diversification réussie. On parlait tout à l'heure de modèles, d'aller s'inspirer de modèles dans le Pacifique, ou en Nouvelle-Zélande, en Australie. Voilà un exemple local. Est-ce que, Séverine Blaise, on n'a pas à créer notre propre modèle aussi ? Oui, tout à fait. Il est intéressant de regarder, d'être ouvert sur le monde et de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est toujours important, ne serait-ce que pour voir ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est surtout primordial d'inventer effectivement son propre modèle, d'être original et d'arriver à élaborer un modèle économique qui soit au plus près des besoins et des préoccupations des Calédoniens. Ça semble vraiment fondamental. Alors quand vous voyez Daniel Ochida, cette chef d'entreprise, 8 emplois, donc on peut applaudir quand même, parce que, et Hervé Nolot aussi, on peut quand même dire, voilà quelque chose qui fonctionne. Oui, tout à fait. De toute façon, l'économie circulaire s'impose encore à nous, comme la transformation digitale. Elle s'impose, on n'a plus de questions à se poser. Il faut le faire. Jusqu'aujourd'hui, on avait une économie linéaire, c'est-à-dire que vous extrayez les matières premières, vous les transformez, vous faites des biens de production et vous les consommez, vous avez des déchets. La chaîne s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a bien compris que l'avenir... Vous avez des matières premières qui ne vont plus exister sur Terre très prochainement. On parle de l'or, de l'argent, de l'iridium, de ce genre de métal n'existera plus. Malheureusement, le nickel, il y en a beaucoup dans le monde, donc il y en a encore pour quelques années. Mais aujourd'hui, l'économie circulaire s'impose. Il faut retraiter les déchets parce qu'on aura certainement plus de matières premières et il faut arrêter de piller la terre. Hervé Nolot, il faut regrouper ces initiatives locales. Enfin, il faut les favoriser fortement, c'est cela ? Oui, tout à fait. Si je peux revenir un petit peu sur l'exemple de Valérie Thigny avec son entreprise que j'ai eu la chance de visiter et que je trouve un projet absolument impressionnant et phénoménal parce que c'est vraiment parti d'un individu, de Valérie justement, qui est arrivé avec ses valeurs et puis son envie de participer à cette économie calédonienne. Elle est arrivée, elle, en tant que citoyenne, avant même d'arriver en tant que chef d'entreprise, et elle a eu cette envie, cette ambition de se dire, à un moment donné, ce déchet, plutôt que de pas le retraiter, pas le valoriser, comment je peux arriver à en faire quelque chose. Et pour moi, c'est un formidable exemple, et elle était présente à InnoLab, et c'est quelqu'un qui démontre que la Calédonie a cette capacité. J'ai pas besoin d'avoir fait des très très grandes études, j'ai juste besoin d'avoir une idée. Effectivement, trouver le moyen pour accompagner ces gens-là, ces gens qui ont envie de participer à ce changement-là. Ça veut des dire choses très très simples. Ce que vous appelez devenir des acteurs ? Devenir totalement un acteur de cette économie-là, et c'est important, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, cette richesse qui est aujourd'hui peut-être un petit peu captée sur certaines familles, mais qui ont certainement envie de contribuer ou peut-être de redonner un petit peu à la Calédonie ce que la Calédonie leur a donné. Si on arrive à mettre en place ces moyens-là, on pourra faire marier à la fois ces gens qui ont des idées et surtout des valeurs et des grosses ambitions avec ces gens aujourd'hui qui ont peut-être ces richesses. Il faut dire aussi que c'est quand même du travail, de l'investissement financier et une volonté de faire. Ça se fait pas comme ça en se levant le matin en se disant ça y est, Il y a aussi du travail en amont, pendant et puis après c'est ça. Il faut aussi expliquer ça au grand public. Oui, mais certainement. Mais je pense que chacun est animé d'une envie de faire. On le retrouve partout en Nouvelle-Calédonie, cette envie-là. C'est juste cette quête de sens. Pourquoi je vais faire quelque chose ? Quel sens je vais donner à mon action ? Et si je combine à la fois ce sens et derrière une création de valeur et une économie, là c'est tout gagné. On arrive à faire une économie calédonienne qui se diversifie. C'est ce que vous faites, Gloria Loquet. Exactement. Et là où je vais rebondir justement sur ce que dit Hervé et puis Chérifa tout à l'heure, c'est j'ai participé également au salon du numérique et d'innovation avec InnoLab qui a été très très intéressant. Moi j'ai participé en matinée sur les ateliers où là on a vu la force de fédérer, toutes personnes confondues, on a pu sortir de très très belles idées. Donc on a tous des idées. Après effectivement ça demande du travail, de la rigueur également. Et là où je vais revenir, c'est Chérifa
Rifat disait tout à l'heure par rapport à ces fonds qui peut être... il y a un accompagnement aussi derrière d'expertise. Ces gens-là ont des grosses sociétés, ils savent faire. On a aussi des institutions qui accompagnent. Donc, il faut accompagner en fait toutes ces personnes-là qui ont vie, qui ont des convictions et qui ont des valeurs. C'est ce que vous faites avec Pacific Business Forum, en ouvrant finalement les initiatives locales à la région Pacifique. Oui, et puis c'était pour arrêter de se regarder le nombril, justement s'ouvrir au reste du monde et particulièrement dans le Pacifique, parce qu'on a aussi une vraie stratégie régionale. Plutôt que d'aller chercher à l'autre bout de la planète, ça participera aussi à éviter de prendre l'avion et puis de descendre notre indice carbone, ça serait pas mal. Il y a des vraies opportunités en fait au niveau régional. C'est toujours bien en fait de se comparer en fait aux autres pour voir déjà ce qu'on vaut. Est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable. Ça donne aussi des idées et ouvrir le champ du régional. Ça nous a permis aussi de nous rapprocher, alors bien sûr des pays les plus gros, on va dire Nouvelle-Zélande, Australie, mais surtout aussi les pays du fer de lance qui sont Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Tuvalu, etc. Et là, on a été vraiment impressionnés parce que là aussi, c'est des gens qui sont sur de l'insularité, qui sont sur des pays qui sont petits, etc. et qui décuplent d'énergie à essayer de trouver des échanges. Voilà, donc c'était vraiment le but du Pacific Business Forum, c'était de s'ouvrir sur le régional. Alors on a compris que on a des leviers à actionner, trouver des diversifications, trouver des énergies, et chercher des investisseurs, faire venir des gens pour changer le modèle économique calédonien. Mais alors on est dans une phase, et là il y a un temps politique qui n'est pas forcément le temps économique, c'est l'avenir institutionnel. Dans une autonomie accrue, comment est-ce que l'économie calédonienne peut continuer à être aussi performante et de quelle manière, selon vous, Daniel Ochida et Madame Linossier? Je voudrais revenir simplement sur quelque chose. C'est le nerf de la guerre. Vous voulez pas répondre à ma question? C'est le financement, c'est très important. Le financement, parce qu'on a vu des initiatives comme Madame Tini, si elle ne trouve pas de financement, pourquoi limiter aux seules familles calédoniennes le parrainage aux start-up? Je pense qu'il faut élargir ce fonds, il faut flécher l'épargne calédonienne, toute l'épargne calédonienne, vers le financement de l'économie. Et là, ces entrepreneurs ou entrepreneuses, comme on veut, là pourront trouver du financement pour lancer leurs projets. Alors, effectivement, pour répondre à votre question, il me semble que la grosse question, ça va être les transferts de l'État, qui pèsent beaucoup sur l'économie calédonienne. Et donc, peut-on se passer de 170 milliards, selon l'IOM, de transferts de l'État? On peut toujours se passer de 170 milliards. Ce qu'il faut analyser, c'est les conséquences qu'il y aura. Donc, si on se passe des 170 milliards, ça veut dire, pour maintenir notre niveau de vie, il faudra les trouver sur nos impôts. Là, c'est intenable. Il faudrait augmenter nos impôts de 50%. Donc, pour entreprises et salariés, ou même plus, pour pouvoir remplacer ces 170 milliards. Est-ce que c'est soutenable d'augmenter les impôts? Pas du tout, non, à ce niveau-là. Écoutez, en plus, vous rendrez le pays peu attractif. Vous allez avoir les investisseurs qui vont partir, mais ils vont partir très rapidement du pays. Si vous augmentez la fiscalité sur les entreprises, si vous augmentez la fiscalité sur les salariés également, puisqu'ils participeront, ça sera intenable. Ou alors, vous baissez votre niveau de vie, et alors là, avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire que, effectivement, vous aurez moins de consommation, là, pour le coup, puisque vous aurez un PIB moins important, vous aurez moins de consommation. Je rappelle que les transferts de l'État représentent, je crois, 15% du PIB. Madame Blaise, est-ce que vous avez analysé ces questions dans un schéma d'autonomie accrue et avec moins de transferts d'État, et sur quels axes faut-il appuyer pour pallier justement ces transferts? Effectivement, il est évident que si les transferts de l'État venaient à diminuer ou en cas d'autonomie accrue, il faudrait sans doute revoir la fiscalité. Alors c'est vrai que la fiscalité est importante pour les investisseurs, mais il ne faut pas oublier non plus que la qualité des infrastructures, c'est aussi fondamental. La formation de la main-d'œuvre, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les investisseurs.
Et voilà, je pense qu'on a encore des marges de manœuvre au niveau fiscal, et étant donné les difficultés que connaissent les différents comptes publics, il semble qu'il faille aller sans doute plus loin dans les réformes fiscales qui sont engagées. Alors, il y a une idée qui a circulé lors du forum, enfin lors de cette conférence à l'université, c'est la dévaluation de la monnaie. Or, dans cet ouvrage, dont je n'arrête pas de citer les références ce soir, il est dit justement, page 479, si une dévaluation devra s'accompagner de mesures d'accompagnement très fortes, notamment l'effacement de la dette, réforme en profondeur de l'économie et remise en cause des oligopoles de collusion. Donc ça veut dire que si on parlait de cette question de dévaluation de la monnaie calédonienne, il faudrait vraiment un traitement de cheval pour que ce soit soutenable. C'est ce que j'ai bien compris ou pas? Oui, alors c'est difficile en l'état des données disponibles de faire une simulation pour savoir exactement quel serait l'impact d'une dévaluation. Pour ça, on aurait vraiment besoin d'un modèle macroéconomique complet. Néanmoins, la logique de la dévaluation, c'est de favoriser le secteur des biens exportables, et c'est censé donc participer à la diversification de l'économie en même temps qu'une politique industrielle. Alors c'est vrai que l'impact d'une dévaluation est assez complexe à appréhender. On sait qu'il y a dans un premier temps un premier effet qui est plutôt récessif, et qu'ensuite on est censé avoir donc un effet plus positif à plus long terme. Mais c'est vrai que les éléments qu'on a à notre disposition laissent à penser que effectivement les effets positifs dans le cas de la Nouvelle-Calédonie pourraient être arrivés assez tardivement. Et donc avec des impacts assez importants sur les salariés, la population urbaine la plus défavorisée. Et par contre, c'est vrai que les populations les moins touchées seront celles qui auront la possibilité de placer leur avoir en devise à l'étranger. Alors, Madame Linossier, sur ce contexte d'autonomie accrue et l'économie, quelles conséquences et comment est-ce que vous voyez la chose? Et puis sur la monnaie aussi. Si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur le temps politique et économique. Le temps économique, oui. Parce qu'en fait, on vit une double peine quand même en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a le temps politique national, avec les élections au niveau national qui mobilisent en fait les gens, etc. Voilà. Et ensuite, on a les élections au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ce qui veut dire que nos politiques sont constamment en lice ou en train d'être sur leur schéma politique. D'ailleurs, là, on peut dire que allez-y, continuez, je vous en prie. Et le monde économique, il va vite et il va super vite. Alors, je dis pas que eux, ils vont pas vite, mais ils ont des temps qu'ils doivent respecter, des temps de palabres, des temps de discussion, des temps de négociation aussi, etc., qui font que nous, on se sent un peu à se dire faut y aller là, parce que on a un espèce de vivier là, une force vive qui demande qu'à pouvoir produire, créer, etc. Et donc, du coup, effectivement, cet indicateur, il n'est pas négligeable, entre ce temps politique et ce temps économique. Ensuite, je peux pas vous dire, on dit que la nature, elle a horreur du vide, c'est-à-dire que si on n'a pas les financements qui sont, on va revoir aussi nos ambitions et les projets aussi, parce qu'on a été quand même sur des projets extrêmement ambitieux. Je pense au Medipôle, etc., qui étaient effectivement peut-être nécessaire, peut-être pas. Par contre, comment on l'utilise maintenant ce Medipôle? Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt, on l'a proposé également, d'en faire un CHU plutôt que d'en faire un CHT, c'est-à-dire quelque chose d'universitaire qui permettrait au niveau régional, encore une fois, de former, pourquoi pas, les médecins de la région et de pratiquer, faire des échanges de pratiques médicales, qui permettrait aussi de financer. Il faut aussi qu'on pense aujourd'hui à ces infrastructures, comment on les autofinance. Donc c'est une équation qu'on ne peut pas négliger. Votre avis, Gloria Loquet et Reza Ouamitan, sur ces questions d'autonomie accrue et de la question économique? Alors là, je vais rebondir sur ce que M. Yoshida disait tout à l'heure, c'est que effectivement, il faut prendre en compte avec le PBF que gérait Sherifa, c'était cette exportation. Et là, elle parle très bien pourquoi avoir fait un CHT, pourquoi un CHU, justement pour créer cette dynamique. Et c'est là en fait où on a des pistes de réflexion. Donc l'exportation est intéressante à développer aussi parce qu'on a des savoir-faire, on a des compétences, et puis on a une richesse aussi en termes de biodiversité importante. Donc tout ça, il faut mettre en application, c'est important. Et oui, au niveau des institutions, effectivement,
Là, ils sont sur d'autres positionnements, d'autres questions, mais en attendant, nous, on est là, on est acteurs économiques et on est dans l'attente. On sait que d'être dans cette attente-là, ça va figer des choses. On a des subventions qui vont pas tomber. Tout ça, ça va découler, que ce soit sur les institutions, donc publiques et communes et provinces, mais aussi sur nous et sur la population. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut se donner un temps, il faut se donner une deadline, et puis il faut avancer. Reza Ouamita, votre réaction ? Je pense que depuis une bonne génération, personne n'avait prédit que le cours du nickel tomberait aussi bas. Ça veut dire que même au niveau politique, personne ne s'est dit à un moment on va arriver aux échéances 2018 et puis ainsi de suite, et puis on sera en même temps en récession économique. Tout le monde pensait être sur un espèce de matelas confortable où le nickel allait continuer à survivre, où l'économie allait à peu près bien se passer, et puis on allait attaquer les échéances politiques, uniquement politiques. Le souci, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'économie nous a rattrapés. Et là où je rejoins un petit peu la double peine, c'est qu'il y a non seulement la partie métropolitaine, il y a la partie calédonienne, mais aussi la partie économique. Parce que à la veille de 2018, économiquement, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Et c'est vrai que ça rassure peu de monde, entre guillemets. Et sur la question de la dévaluation de la monnaie, vous avez un avis ? Non, j'ai pas d'avis. On n'a pas d'avis particulier sur la partie d'évaluation de la monnaie parce qu'on n'en a pas physiquement parlé. Voilà. Et sur le projet économique vu par les indépendantistes, tel qu'ils l'ont formulé, comment est-ce que vous l'analysez ? Le projet économique des indépendantistes, il a le mérite d'exister. On a toujours dit qu'il y avait rien, il y avait pas de proposition en face. C'est-à-dire qu'on arrivait et puis on ne sait pas trop de quoi demain est fait. Là aujourd'hui, le projet a au moins la qualité d'exister. Il est peut-être perfectible sur certains aspects, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de rentrer sur tout, mais il a au moins le mérite d'exister. Maintenant, c'est une base. On peut très bien construire à partir de cette base-là et puis remettre les boulons là où il faut ou resserrer là où il faut. Daniel Yoshida ? Oui, sur la question de la dévaluation, je pense que c'est une fausse bonne idée parce que vous savez qu'on a une balance commerciale très déséquilibrée. Donc aujourd'hui, on pénaliserait avec une dévaluation de notre monnaie, on pénaliserait davantage les importations. Et effectivement, ça a été dit, on pénaliserait le consommateur, le salarié calédonien. Ensuite, sur le temps politique, vous imaginez, aujourd'hui, on a une échéance en 2018 où tout le monde est attentiste, tous les chefs d'entreprise sont attentistes, les investisseurs sont attentistes. Moi, ce que je crains, c'est que le scénario se répète et qu'on a un deuxième référendum et qu'on a un troisième référendum. Imaginez les conséquences pour l'économie. Si tout le monde est attentiste pendant 3 référendums, je vous laisse imaginer la suite. Les transferts de l'État seront toujours là, puisque l'État sera théoriquement là encore. Tout à fait, mais un des éléments de croissance du pays, c'est quand même l'investissement des chefs des entreprises. Donc l'investissement aujourd'hui est clairement en panne. L'investissement des entreprises, vu le contexte économique et vu cette échéance institutionnelle qui fait peur à certains, donc l'investissement dans les entreprises est en panne. Et ça, si vous avez encore des référendums à répétition, vous aurez certainement la suite, une continuité dans la panne des investissements en matière au niveau des entreprises. Hervé Nolot, votre connaissance des tissus économiques qui sont justement dans des politiques, d'autonomie accrue, est-ce que c'est favorable pour l'économie ou moins favorable ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, encore une fois, c'est des questions très complexes pour moi, surtout pour moi. Moi, ce que je me dis, c'est que effectivement, rester dans cette incertitude, ça simplifie pas les choses. Si je me positionne moi en tant que à la fois consommateur, à la fois citoyen calédonien et à la fois effectivement peut-être créateur, chef d'entreprise, je me dis qu'à un moment donné, il faut peut-être sortir de cette logique-là où on est toujours en train d'essayer d'affronter deux mondes. Quand on écoute les gens, et s'il faut aller écouter vraiment les gens même dans la rue, il y a beaucoup de gens qui se disent mais ça y est, moi je suis sur autre chose, j'ai envie de construire autre chose. Passons à autre chose concrètement. Et moi je saurais pas du tout répondre à cette question-là sur qu'est-ce que ça pourrait provoquer. Ce que je dis juste, c'est qu'il est temps que le message soit assez clair pour tout le monde, pour qu'on passe à autre chose, pour qu'on enrichisse, qu'on crée cette valeur, qu'on réussisse à unifier tout le monde. C'est vraiment le message, je pense, qu'il faut passer, sortir de
cette espèce de débat. Je sais que c'est pas évident, mais... Eh bien, on va arriver à la fin de l'émission et je vous donne donc à chacun 1 minute pour conclure. Séverine Blaise, à vous l'honneur de démarrer. Donc, votre conclusion par rapport à ce débat sur quel avenir économique après 2018 pour la Nouvelle-Calédonie? Bien, écoutez, je pense qu'effectivement, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit et qu'il faut peut-être... même si l'échéance est très importante, c'est vrai, mais il faut peut-être arrêter de focaliser trop sur ces aspects institutionnels, car quelle que soit finalement l'issue du référendum, il y a des choses à faire au niveau économique quelle que soit d'ailleurs la solution qui sera choisie par les Calédoniens, on peut d'ores et déjà mettre en place des politiques volontaristes qui doivent absolument s'inscrire dans le long terme. Et il paraît important également que la Nouvelle-Calédonie valorise son patrimoine, que ce soit son patrimoine naturel, qu'il convient pour cela de préserver, mais aussi son patrimoine immatériel, c'est-à-dire le patrimoine culturel, social. Madame Linossier? Oui, moi je suis optimiste et j'encourage les gens à continuer à entreprendre parce que c'est une belle aventure. C'est difficile, mais c'est une très très belle aventure. Donc il faut rester confiant. Il faut continuer à promouvoir l'entrepreneuriat dans tous les domaines, parce qu'on peut aussi entreprendre dans une institution. Voilà, c'est pas réservé au monde des chefs d'entreprise privés. Et puis il faut effectivement connecter les énergies et les gens qui veulent aller dans le bon sens, dans le même bateau. Donc il faut continuer à exister. Monsieur Wamitan? Alors, au titre des GDPL, le pattern est un petit peu différent parce que aujourd'hui, les Kanaks, à travers les GDPL, sont en train de rentrer dans l'économie, ce qui était peut-être pas forcément le cas il y a 20-30 ans. Donc, on est un petit peu en décalage par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Maintenant, nous, ce qu'on fait au niveau de la Fédération des GDPL, c'est pour rassurer les différents investisseurs de venir aussi sur terre coutumière, parce que on n'en a pas physiquement parlé, mais c'est aussi une des problématiques pour justement investir et développer. Il faut aussi les rassurer. Et les rassurer, le travail qu'on est en train de mener en ce moment, c'est de créer un statut pour les GDPL, parce que depuis l'ordonnance... Qui manque d'ailleurs. Qui manque. Depuis l'ordonnance de 82, ça n'a pas du tout bougé. Donc, avec des bons et des mauvais côtés, peut-être souvent des mauvais côtés, mais voilà, l'idée, c'est de rassurer aussi les personnes qui pourraient être susceptibles d'intervenir. Monsieur Nolot, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que effectivement, les enjeux sont très très importants. Les débats sont souvent, pour moi, à mon sens, un petit peu accaparés. Ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, la Calédonie, c'est pas que Nouméa. Il faut être capable de décentraliser, aller chercher cette valeur, penser à la jeunesse. Parce que ceux qui vont construire le pays aussi et qui vont participer à cette économie, à ce développement de l'économie, c'est toute cette jeunesse. Et qu'est-ce que je lui offre à cette jeunesse en termes de formation, en termes de développement et en termes de sens aussi. Donc il faut surtout pas négliger ça parce que pour moi, ce sont eux les acteurs de demain sur un territoire qui a un potentiel absolument phénoménal. Monsieur Oshida? Oui, je crois que tout a été dit. Ceux qui nous connaissent au MEDEF connaissent nos propositions de longue date sur le changement de modèle économique, sur les secteurs à développer. Mais aujourd'hui, je voudrais lancer quand même un cri du cœur au prochain gouvernement. Aujourd'hui, on est dans une récession économique et dès que le gouvernement sera en place, il faudra qu'il prenne des mesures concrètes pour rebooster l'économie du pays parce que l'économie du pays en a besoin. Le mot de la fin pour Gloria Loquet. Alors je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous envie de travailler, on a tous des convictions, on a envie que ça fonctionne, on a envie que le pays fonctionne, on a envie de bien vivre tous. Donc moi j'appelle justement nos institutions, nos politiques, de se rassembler tous autour d'une table, nous tous. Confondus et puis qu'on se mette au travail et puis qu'on fasse les choses. On est là, on a envie, donc allons-y. Il y a plein de belles choses à faire. Merci à vous six pour avoir accepté le débat et le jeu des questions-réponses entre vous, pour avoir donné votre vision de l'avenir économique après 2018. Merci encore d'être venu ce soir. Il me reste à remercier toute l'équipe technique qui m'a aidé à fabriquer et à réaliser cette émission. Un conseil de lecture, une petite lecture de chevet, les notes du sérum, l'économie calédonienne entre résilience et recherche de nouveaux équilibres. C'est passionnant. Édition 2017, il y a une belle conclusion. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour une autre émission sans détour. Restez avec nous sur NC Première, c'est la suite de vos programmes. Passez une très très bonne fin de soirée.
Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.